Aujourd'hui, on va traiter 3 sujets. Le premier, c'est le fait que le peuple haïtien n'a plus d'institutions. Dans le second sujet, on verra les déclarations d'un général de l'armée polonaise sur l'OTAN. Et le dernier sujet va parler des réserves de gaz d'urgence de l'Union européenne qui sont en train d'être utilisées. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Depuis un an, Haïti est devenu l'unique pays au monde où aucune institution démocratique n'est opérationnelle. Le 9 janvier de l'année dernière, le Sénat de la République, inactif depuis janvier 2020, a enfin vu partir le dernier tiers des sénateurs élus lors des élections de 2016. Depuis janvier 2023, ce pays caribéen, terre de mes ancêtres, qui a surmonté le redoutable tremblement de terre de 2010 et lutte encore pour se remettre de cette catastrophe, se trouve subitement dépourvu de président, de députés, de sénateurs, de maires et de tout représentant élu en fait. Les plus récents votes tenus en Haïti datent de 2016, marquant l'élection du président haïtien Jovenel Moïse du parti haïtien Tête Calée. Avant ces élections, Haïti a tenu les dernières élections municipales le 25 octobre 2015 avec un retard de 3 ans. Les autorités municipales telles que les maires, les conseillers municipaux et les conseils des sections communales dont le mandat avait expiré en 2011 avaient été graduellement remplacés par des exécutifs intermédiaires nommés directement par le président Joseph Michel Martelly. Le président Jovenel Moïse a alors suivi les traces de son prédécesseur. Par arrêté présidentiel du 7 juillet 2020, Jovenel Moïse a nommé des agents exécutifs intermédiaires à la tête des mairies pour remplacer des élus. Pendant toute la période de son mandat, c'est-à-dire du 7 février 2017 jusqu'à son assassinat le 7 juillet 2021, soit une période de 4 ans et 5 mois au pouvoir, le président Jovenel Moïse n'a pas mis en place d'élections pour renouveler le personnel politique du pays. Et ça, c'est parce qu'il y avait des choses plus importantes à faire comme redresser le pays. Mais l'Occident ne l'entendait pas de cette oreille. Pourtant, c'est logique. On ne peut pas faire d'élections quand le pays est en crise profonde. C'est impossible. C'est stupide. Mais bon, une fois de plus, je suis jeune. C'est peut-être moi qui ne comprends rien à la politique visiblement. Seul homme au pouvoir depuis le 13 janvier 2020, le président Jovenel Moïse a apporté la nomination de plusieurs premiers ministres, dont Claude Joseph, nommé le 14 avril 2021, dans une validation du Parlement parce que l'urgence de la situation l'imposait. Le 5 juillet de la même année, il a désigné et nommé par arrêté présidentiel le docteur Ariel Henry comme Premier ministre. 2 jours plus tard, soit le 7 juillet 2021, le président est assassiné et Ariel Henry est entré en fonction le 20 juillet. Ariel Henry occupe jusqu'à aujourd'hui à la fois le poste de président et de premier ministre sans redevabilité auprès du peuple haïtien, ni mandat. Alors ça, c'est une information qui m'a un peu perturbé. Donc s'il y a des Haïtiens en commentaire, ils peuvent mieux nous expliquer la situation. Je serais ravi d'en apprendre plus ou d'en faire une vidéo directement pour informer le maximum de gens. Donc s'il y a des informations solides, je pourrais carrément en faire une vidéo et partager. Là, je suis un peu limité en termes d'informations que je peux trouver. Et vous qui êtes sur le terrain, vous savez certainement mieux que nous. Vous savez certainement des choses qui ne sortent pas. Donc l'espace commentaire est là pour vous exprimer. Ou alors, si vous ne pouvez pas vous exprimer directement ou de manière publique, vous pouvez me contacter et puis on discute sur WhatsApp ou sur Telegram. On passe au sujet suivant. Ce général polonais nous explique que l'OTAN est incapable de résister à la Russie. Je l'explique encore. Pour Waldemar, le général polonais, l'OTAN ne peut rien faire contre la Russie. Il n'a pas dit les États-Unis, il n'a pas dit l'Union européenne, il n'a pas dit la France, il n'a pas dit l'Allemagne, il a dit l'OTAN. C'est-à-dire tous les pays, c'est quoi, plus de 30 pays qui sont liés là, ne peuvent rien faire contre la Russie elle seule. Nous ne pouvons rien faire qui puisse nuire au Kremlin. C'est une phrase que vient d'annoncer le général polonais Waldemar, ancien commandant des forces terrestres et commentateur des événements d'Ukraine, dans un entretien dans un journal polonais de référence qui se définit comme un quotidien national économique et juridique. Je ne saurais absolument pas prononcer son nom. Voici ça qui est écrit là. Il a précisé que la Russie élargira la gamme d'actions hybrides surprenantes contre les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Ce qui veut dire, en gros, que la Russie pourra intensifier et ou diversifier ses efforts pour influencer les régions de l'OTAN en utilisant des moyens divers, à la fois conventionnels et non conventionnels. Il continue en disant que
Vladimir Poutine n'a pas beaucoup de soucis, car il sait que nous ne pouvons rien faire qui puisse nuire au Kremlin, ou au moins lui faire peur, même s'il nous donne de nombreuses occasions. Tu vois, le gars, il est conscient. Il est conscient qu'ils ne peuvent rien faire, en fait. Selon Valdemar, Vladimir Poutine voit encore une chose. Les armées européennes de l'OTAN sont en désarroi et ne sont pas prêtes à l'affrontement, même pour défendre la mer Baltique. Toutes sont en cours de réorganisation, de réforme, de réaménagement, c'est-à-dire en train de mettre en œuvre des plans à long terme pour leur reconstruction. Ça revient encore à ce que je disais la dernière fois sur le fait que l'armée occidentale, les armées occidentales sont sous-équipées, sous-formées et sous tout. Et récemment encore, j'écoutais un type sur YouTube qui expliquait que dans le cadre de leur métier, les policiers tirent très peu. Ils sont très peu formés. En fait, ils n'ont pas la formation complète que devrait avoir un policier. Dans l'armée, c'est pareil. Ils n'ont pas cette formation complète-là. Sans parler maintenant des différentes déclarations des chefs d'État, ça devient compliqué de croire que ces gars-là sont si puissants que les médias veulent nous vendre. Déjà que là, on a un général de l'armée polonaise qui le dit. Et quand il le dit, il connaît quand même les positions. Je répète encore, quand nous, on s'informe sur Twitter, on compile des articles, des trucs qui sortent, des trucs un peu cachés. Eux, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Les gouvernements ne fonctionnent pas comme ça. Ils ont des gens qui les renseignent au plus près des sources d'information. C'est-à-dire, on parle là des ragots qui se font même dans les bureaux auxquels on ne connaît même pas l'existence. En tout cas, entre autres, il souligne que ce processus prendra encore beaucoup de temps, c'est-à-dire le processus de réorganisation des armées de l'OTAN. En rajoutant dans l'entretien dans le média polonais que l'OTAN et l'Union européenne devraient passer à l'offensive. Ils doivent attaquer. Mais comment attaquer quand tu es limité en termes d'armement, quand tu es limité en termes d'organisation, quand tu es limité en termes de possibilités tactiques et stratégiques? Ça devient chaud. C'est un général, il est censé très bien le comprendre. En tout cas, il explique à ses compatriotes qu'il faut tout d'abord consolider à nouveau autour de l'Ukraine en stigmatisant sévèrement les parasites hongries et slovaques. Pour l'expert militaire polonais qui s'adresse à nous aujourd'hui, le comportement de ces deux pays, c'est presque un état de guerre. Et Bruxelles, pour une raison quelconque, tolère si patiemment les collaborateurs. Je vois que ce type est en train de faire un caca nerveux. Il m'a l'air très en colère, je trouve. En tout cas, il conclut en disant qu'il est peut-être temps pour une initiative polonaise. Bonne chance, le père. On quitte la Pologne pour l'Union européenne qui puise dans ses réserves de gaz d'urgence à cause du froid. L'hiver est chaud. Les réserves de gaz naturel dans les installations de stockage souterrain de l'Union européenne continuent de diminuer. Et ce, en mesure que le froid oblige à utiliser davantage de combustible pour le chauffage. C'est ce qu'a rapporté il y a quelques jours Interfax. Les stocks de gaz de l'Union européenne, l'un des indicateurs clés du marché mondial, est tombé à 85% en début janvier. 85%. Cela après que l'Union européenne a annoncé que les stockages avaient atteint un niveau record de près de 98% en octobre. La production d'énergie renouvelable, notamment celle des éoliennes, a chuté en décembre. Elle ne couvre qu'environ 15% des besoins énergétiques de l'Union européenne selon les données. Et ces 15%-là vont encore diminuer, ça va encore bien diminuer à raison d'un temps clair et de faibles vents. Et ça va encore stimuler davantage la demande de gaz. Pendant ce temps, le géant énergétique russe Gazprom continue de fournir du gaz, le transit vers l'Europe occidentale et centrale via l'Ukraine. Et cela en utilisant la seule station de pompage restante. Ainsi, le média affirme que la gestion du réseau de transport du gaz ukrainien a déclaré avoir reçu une demande de Gazprom pour faire transiter 42,4 millions de mètres cubes par Sudza pour mardi 9 janvier. Il s'agit du plus grand volume de gaz pouvant techniquement être pompé via ce point d'entrée selon Gazprom. Autre alerte majeure pour les livraisons vers l'Europe, la station de Sokhanovka, qui traitait environ un tiers du gaz russe transitant par l'Ukraine vers l'Union européenne, a été fermée par Kiev en mai 2022. Sudza est donc devenu le seul point d'entrée du transit de gaz à travers le pays. D'ailleurs, Kiev a déclaré la force majeure sur le transit par Sokhanovka. Et ils l'ont fait en affirmant qu'elle ne pouvait plus assurer la surveillance technique par la gare. Gazprom estime cependant qu'une telle mesure n'est pas justifiée, insistant sur le fait que la station peut fonctionner normalement. En tout cas, pour l'instant, ce sont les Occidentaux qui souffrent le plus économiquement de leurs sanctions économiques contre la Russie au point de taper dans les réserves. Au fond, j'espère que ça ne les apprendra pas du tout, qu'ils continuent tout droit dans cette direction. C'est très intéressant pour nous. C'était tout pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine.
Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.